Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui, je pense, touche à une peur quasi universelle, Ah oui, je vois très bien de quoi on va parler. la prise de parole en public. On s'est penché sur le guide officiel des conférences TED, écrit par Chris Anderson, le grand patron. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les techniques qui peuvent transformer ce moment d'angoisse en quelque chose de puissant. Oui, et c'est une excellente approche, parce que la plupart des guides se concentrent sur la gestion du stress, la posture, la gestuelle, enfin, des aspects de surface. C'est ça. Alors qu'Anderson, lui, il part d'un principe complètement différent. Pour lui, la clé, c'est pas la confiance en soi, ni même le charisme. Non, c'est d'avoir quelque chose à dire. Une idée qui vaut la peine d'être partagée. Tout part de là. Et ça, c'est déjà un changement de perspective énorme. On passe de «comment je vais survivre à ça» à «quelle est l'idée que je veux offrir». Exactement. Le livre insiste énormément là-dessus. Une présentation, ce n'est pas une performance, c'est un cadeau. Un cadeau? J'aime bien l'idée. Le travail de l'orateur, c'est de construire cette idée, pièce par pièce, dans l'esprit de chaque personne. C'est un acte de générosité, pas d'ego. Et pour que ça marche, l'idée doit être d'une clarté absolue. C'est pour ça qu'il introduit un outil qu'il appelle l'épine dorsale. L'épine dorsale, l'image est très parlante. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de résumer tout son message en une seule phrase. 15 mots maximum. Attention, pas un titre, hein, mais vraiment l'idée centrale. D'accord. Par exemple, accepter notre vulnérabilité nous rend plus courageux. Voilà, cette contrainte, elle force à aller à l'essentiel. C'est un peu le test ultime. Si on n'y arrive pas, c'est sans doute que l'idée n'est pas encore assez claire dans notre propre tête. Donc, si la présentation était un film, l'épine dorsale, ce Le serait slogan sur l'affiche, le exactement. slogan sur l'affiche. La phrase qui dit tout et qui donne envie. C'est une super idée, mais je me mets à la place de quelqu'un qui doit, je ne sais pas, présenter ses résultats trimestriels à son chef. L'aspect performance, c'est bien là, il y a un enjeu. C'est une très bonne question. Et le livre y répond de façon assez subtile. En fait, même dans ce contexte, le meilleur moyen de réussir, c'est d'adopter cette posture du cadeau. Ah oui, oui. Au lieu de penser faut que j'impressionne mon chef, on pense quelle est l'info cruciale que je dois lui transmettre pour qu'il prenne la meilleure décision. L'idée cadeau, ici, c'est la clarté, la synthèse. On déplace le focus de soi vers l'autre et paradoxalement, ça nous rend plus convaincants. Et beaucoup moins stressés. Ok, j'ai ma phrase choc de 15 mots. C'est un bon squelette, mais comment on met de la chair autour? Par où on commence pour que les gens ne décrochent pas tout de suite? Alors, la toute première étape, avant même de parler du contenu, c'est d'établir le contact, de créer un lien de confiance. Anderson insiste sur le contact visuel, un vrai sourire, mais aussi sur quelque chose de plus étonnant, la vulnérabilité. La vulnérabilité? Oui, pas en racontant ses problèmes, mais en osant être soi-même, admettre une petite nervosité, partager une anecdote rapide. En gros, montrer son humanité avant de montrer son expertise. C'est intéressant. Ça va un peu à l'encontre de l'image de l'orateur parfait, en contrôle total. Mais est-ce que cette recette est vraiment universelle? On a tous vu des conférenciers très assurés, presque arrogants, et pourtant captivants. Absolument. Et c'est un point clé. La vulnérabilité ici, ça ne veut pas dire manquer de confiance. Ça veut dire être authentique. Le problème, c'est quand quelqu'un de réservé essaye de jouer au showman. Le public sent tout de suite que c'est faux. La confiance vient de la maîtrise du sujet, mais la connexion, elle, vient du fait d'être soi-même. Et pour ça, l'outil le plus puissant, c'est le récit. Ah, le fameux storytelling. C'est un peu le mot à la mode. Mais selon la méthode TED, qu'est-ce qui fait une bonne histoire concrètement? Anderson la décompose en 4 piliers. D'abord, un personnage auquel on peut s'identifier. Ensuite, une tension, un obstacle, quelque chose qui pique la curiosité. Troisièmement, le juste niveau de détail, assez pour que ce soit vivant, mais pas trop. Et enfin, une conclusion satisfaisante, qui éclaire l'idée principale. D'accord. Il donne un exemple qui est frappant. On peut raconter la même chose de 2 manières totalement différentes. Et bonobo, après analyse statistique des données, j'ai confirmé que le geste d'apaisement par le contact est partagé à 98% avec l'humain. Ok, je me suis endormi à analyse statistique. Et la bonne version, La bonne version. Il y a un an, j'étais au cœur de la jungle, à 3 mètres d'un bonobo mâle de 100 kilos. Il était en colère. Il me fixait. Mon cœur battait à tout rompre. Et là, une femelle s'est approchée et lui a simplement posé la main sur l'épaule.
Et en une seconde, il s'est détendu. C'est là que j'ai compris que ce langage était bien plus ancien que nos mots. Waouh. Oui, La différence est spectaculaire. On passe d'un rapport de labo à... à une scène de film. On est dans la jungle avec le chercheur. C'est là que ça devient fascinant, surtout quand on doit appliquer ça à des idées complexes. Le livre parle de la malédiction du savoir. Et ça, ce concept, je le vois partout. C'est le piège classique. En gros, c'est quand un expert oublie complètement ce que c'était de ne pas savoir. C'est l'ingénieur qui parle de l'architecture microservice en container Docker. Alors que le public veut juste savoir, est-ce que ça va me simplifier la vie? Exactement. C'est ça la malédiction du savoir. Et comment on y échappe? La méthode est très claire. D'abord, toujours partir de ce que le public connaît déjà. Ancrer le discours dans du familier. Puis, éveiller la curiosité avec une question, une énigme. Et ensuite, introduire les nouveaux concepts un par un, une brique après l'autre. Et surtout, utiliser des métaphores. C'est une bonne image, les briques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop simplifier? De rendre une idée tellement simple qu'elle en devienne fausse? Oui, tout à fait. Et c'est un équilibre délicat. Une bonne analogie, ce n'est pas une simplification, c'est une traduction. Elle transpose la structure logique d'une idée complexe dans un domaine que le public maîtrise. Quand un intervenant parle du système immunitaire psychologique pour décrire notre capacité à nous remettre des échecs, D'accord. immédiatement tangible. C'est un pont, pas un raccourci. Compris. Donc on a l'idée, la structure, les explications. Reste la préparation. Et là, la question que tout le monde se pose. Faut-il apprendre par cœur, utiliser des notes, improviser? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Ça dépend vraiment des personnalités. Certains mémorisent chaque mot, d'autres improvisent à partir de quelques points. Le vrai danger, nous dit Anderson, c'est l'entre-deux. Il appelle ça la vallée dérangeante de la mémorisation. La vallée dérangeante. Ah, je suis tombée dedans tellement de fois. Ce moment où on a l'air d'un robot, on récite, mais c'est pas encore naturel, on a perdu toute connexion. C'est exactement ça. Je me souviens d'un scientifique brillant qui avait perdu toute la salle en 5 minutes. On le sentait chercher ses mots, le regard vide, le contenu était peut-être génial, mais l'émotion était à zéro. Il était piégé dans cette vallée. Et donc la clé, c'est quoi? Quelle que soit la méthode, la clé, c'est de connaître son sujet si intimement que les mots coulent de source, qui viennent du cœur et pas juste de la mémoire. C'est ça qui fait passer l'émotion. Et comment on y arrive? Par la répétition, des dizaines de fois, mais pas pour atteindre la perfection. Pour une raison bien plus saine, ici une coach qui dit une chose géniale. On répète pour rendre l'imperfection tolérable. J'adore cette phrase. L'objectif, c'est d'être tellement à l'aise avec son contenu qu'un trou de mémoire, un mot oublié, ça nous fait pas paniquer. On sait qu'on peut rebondir, reformuler, continuer la conversation sans que tout s'effondre. Alors, si on devait synthétiser, quel est l'enseignement le plus contre-intuitif à retenir de tout ça? Pour moi, il y a 2 idées fondamentales. La première, c'est ce changement de posture, passer de la performance à la générosité. Rien que se poser la question « quelle idée je veux offrir ?», ça change toute la préparation. Et l'autre principe, c'est celui de la soustraction. La soustraction, c'est-à-dire couper dans le superflu. C'est plus que ça. Face à un sujet qu'on maîtrise, on a envie de tout dire. C'est encore la malédiction du savoir. Un discours puissant ne couvre pas un sujet en largeur, il creuse en profondeur sur un seul aspect. Il faut avoir le courage de sacrifier des points intéressants, mais secondaires, pour donner toute la force à l'idée centrale. Moins, c'est vraiment plus. Au fond, l'esprit de ce livre, il est incroyablement optimiste. Il ne s'adresse pas qu'aux futurs grands conférenciers, mais à tout le monde. L'étudiant qui passe un oral, le manager, la personne qui porte un toast à un mariage. Exactement. C'est un manuel pour une compétence devenue essentielle aujourd'hui. Le livre nous rappelle que la parole est un des moteurs du progrès. C'est en partageant des idées, que ce soit autour d'un feu ou via Internet, qu'on a appris à coopérer. Une parole bien maîtrisée, ce n'est pas de la manipulation, c'est un outil pour construire un futur commun. Ce guide, c'est donc bien plus qu'un simple recueil de techniques. C'est un appel à oser prendre notre place dans cette grande conversation humaine. Et il nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Oui, il soulève une question qui pousse vraiment à la réflexion. À notre époque, avec tous les défis immenses auxquels on fait face, quelle est l'idée capitale qui, aujourd'hui, n'est pas partagée assez efficacement? Mhm. Quelle solution, quelle perspective reste dans l'ombre? Peut-être simplement parce que la personne qui la détient quelque part dans le monde n'a pas encore trouvé la confiance ou les outils pour prendre la parole.